Hello, hello, hello. Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, il est de retour. Vous le craigniez depuis vendredi. Vendredi, vous y pensiez déjà. Il est de retour. Il vous hante depuis ce matin. Et c'est le lundi, évidemment. Ce jour qui est tellement redouté par bon nombre d'entre vous, d'entre nous. Enfin, vous, parce que moi, je ne travaille pas le lundi, évidemment. Ça marque la fin de la détente. Les doigts de pied en éventail au soleil. Mais bon, vu que c'est lundi, on va se détendre quand même. On va continuer de profiter un petit peu de moments entre nous. Et puis, on va parler un petit peu tech, on va parler un petit peu code. On va essayer de transformer ce lundi un petit peu morose, malgré le superbe temps qu'il fait dehors. Il fait super beau, il fait même chaud. En une belle aventure. J'espère qu'on va découvrir ensemble des petites choses technologiques. J'espère que vous offrir une petite pause bien méritée. Et donc, ça me fait plaisir de vous revoir, puisque la semaine dernière, c'était un petit peu relâche. C'était relâche, ouais, ouais. Pourquoi c'était relâche d'ailleurs? Ah bah oui, c'était férié. C'était férié. Et la semaine dernière, on a profité du lundi. Comme c'est férié et que tout le monde a envie de rester un petit peu tranquille, j'ai pas fait de live. Donc on a profité avec ma compagne d'aller au parc du château de Versailles. Et donc c'était plutôt pas mal. Il faisait beau, il y avait un peu de monde. Par contre, on n'avait pas prévu que c'était les grandes eaux de Versailles. Donc, du coup, l'entrée au parc était payante. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, bref. Ce qui est dommage, c'est surtout, c'est pas trop autant le fait que ce soit payant, c'est que je trouve que lorsqu'ils font à Versailles, dans le parc du château de Versailles, les grandes eaux, donc ils mettent en route toutes les fontaines, tout ça, tout ça. Et problème, c'est qu'aussi, ils mettent un petit peu, donc dans des haut-parleurs qui sont, dispersés un peu partout, de la musique un peu baroque, tout ça, et cetera. Mais, avec des haut-parleurs, qui je trouve sont pas très bien réglés, donc je trouve qu'à l'oreille, c'est assez désagréable. Donc, nous qui cherchions un endroit plutôt calme pour se détendre, et cetera, on a fui un peu les haut-parleurs et essayé d'aller dans les petits coins, qui n'étaient pas trop bruyants.
Donc, je vais arrêter de parler de ma vie parce que c'est pas ça qui vous intéresse. Salut Philippe, salut Stéphane, salut Thierry, salut Rancune, ça fait plaisir. Salut Fixou, salut Hardware, salut tout le monde en fait. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien profité de votre week-end. Moi, hier, j'étais chez ma petite maman. J'étais chez ma petite maman, on a profité un petit peu, parce qu'elle a une piscine, on a profité un petit peu de la piscine, on a profité du beau temps, on a mangé dehors, ça c'était vachement bien. Donc, et puis, salut Sylvain. Et pourquoi je vous parle de ça? Bah, parce que le week-end prochain, c'est week-end normal. Et la semaine prochaine, je le rappelle, c'est Camping des Speakers. Ouais! J'espère qu'il y aura plein de monde et qu'on va passer un excellent moment. J'ai pas encore regardé la météo à une semaine, mais bon, je pense qu'il va faire beau. Il va faire beau. Ouais, 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 je l'espère en tout cas. Sinon, sinon ce sera pas cool. Et au moins, on pourra aussi profiter de la piscine là-bas, parce qu'il y a plusieurs piscines pour ceux qui ne sont pas allés encore dans ce camping, dans ce lieu qui est assez top. Donc, il y a plusieurs piscines extérieures, piscines intérieures, jacuzzi, il y a des toboggans, tout ça, tout ça. Mais évidemment, on va faire des confs, et c'est ça aussi qui est bien, parce qu'on va faire des confs, on va parler tech en moments entremêlés de moments de détente, de moments de discussion, etc., etc. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la bonne nouvelle, c'est que j'ai enfin terminé mes slides pour mon talk de la semaine prochaine. Voilà, voilà. euh, produire le code, je l'avais produit tout de suite parce que dès lors que j'avais cette idée de talk en tête, le code était déjà produit. Par contre, produire des slides, c'est vraiment chiant parce qu'il faut trouver la bonne articulation. Et puis, j'avais tellement de choses à dire qu'à un moment donné, je me suis dit, oh là, j'ai 80 ou 90 slides, il va falloir cutter. Donc, j'ai dû cutter. Oui, alors DHOY. Ah oui, est-ce que tu peux me rappeler ton prénom? Parce que je vois pas forcément qui est derrière les pseudos. Donc dans 3 semaines, c'est Sonitech. Ouais, on va se retrouver toutes et tous aussi à Sonitech. Ça, c'est cool. Donc deuxième bonne info, c'est que à Sonitech, je serai donc en duo avec Romain Berton pour notre talk. Et nous avons aussi, entre guillemets, fini nos slides, c'est-à-dire qu'on a fini de remplir toute la bonne partie et toutes nos parties respectives. Et donc là, maintenant, c'est plus. Ah oui, Amine, d'accord, ok. Bah écoute, en plus, c'est ta première conf en tant que speaker. Ah bah, tu es au bon endroit, Amine. Tu vas voir, tu vas passer un excellent moment parce que Sonitech, c'est aussi une excellente conférence, vraiment sympa. Donc, ce sera avec plaisir de te rencontrer là-bas. Et donc, Romain et moi, on a fini nos slides, tout ça. Donc maintenant, on n'a plus qu'à monitorer notre timing chacun de notre côté, de se donner nos bons points d'accroche et de comment on repart chacun sur nos parties. Mais globalement, on a fini nos slides et ça c'est bien. Donc, sur le talk qu'on va donner à Sonitech, je le rappelle, on va parler de l'AGC, donc l'ordinateur des missions Apollo. Et donc, on a pris énormément de plaisir à écrire ce talk parce que c'est une passion qui nous réunit, Romain et moi, la passion du spatial, de la conquête spatiale et de la technologie, évidemment. Donc, c'est cool. On a passé vraiment un très très bon moment à écrire ce talk et ça va être vraiment vraiment sympa. Et donc, la semaine prochaine, Camping des Speakers, moi je vais vous parler, je le rappelle, donc je vais faire un talk sur comment écrire une machine virtuelle avec une JIT intégrée. Donc avec du code à l'appui. J'avais prévu de faire un petit peu plus de ce que j'imaginais, un petit peu plus je voulais faire un peu de live code, mais le programme de ma conf est tellement dense, donc ça va se résumer un petit peu à sa plus simple expression. Par contre, il y a des exemples de code, il y a du debugging avec GDB, etc., pour rentrer un petit peu dans les méandres. Salut René. Dans les méandres de la compilation, etc., etc. Donc, voilà, ça va être un talk assez, assez, assez dense, je pense. Je vais essayer de vous démystifier tout ça. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, à produire les slides, à faire plein de petits schémas, à faire donc du code que je vous partagerai suite à la conf aussi, évidemment, du code qui vous permettra un petit peu d'expérimenter tout ça, de jouer tout ça. Et donc, alors, Rancune, tu dis pour ceux qui ne peuvent pas venir, ce sera dispo. Oui, alors déjà, le code en lui-même puisque j'ai créé un mini projet de calculatrice RPN avec une compilateur et une JIT intégrée, il est déjà disponible
puisque je l'avais codé depuis un moment et moi j'ai une instance, j'ai plusieurs instances de GitLab privées, donc j'en ai une, privée pour moi tout seul, mon instance de GitLab et j'ai donc répliqué tout le projet sur les miroirs, GitHub, .com, GitLab.com et Bitbucket. Donc, si vous allez sur mes comptes, GitHub, .com, GitLab.com et Bitbucket.org, /Ponceto, vous allez retrouver donc le code. Donc ça s'appelle RPN Calculator with Git. Voilà. Donc hardware, tu dis GDB, je suis contaminé par d'autres grands profs. Mais en fait, je pense que je suis contaminé comme lui. C'est pas par lui, je suis contaminé par GDB et tout ça depuis extrêmement longtemps. Donc ce sont des outils qui, je pense, GDB, qu'on se doit de maîtriser lorsqu'on travaille, par exemple en C, en C++ ou dans d'autres langages sur du bas niveau. Et au-delà de GDB, je pense que les débuggers en tant que tels, que si vous faites du Java, si vous faites d'autres langages avec des débuggers intégrés dans vos idéaux, faut apprendre à les utiliser parce que c'est quand même super pratique, ça permet de démontrer pas mal de choses. Donc voilà, donc je montrerai effectivement avec du GDB, le débugger, comment regarder un petit peu, mettre des points d'arrêt dans le code et regarder le code machine qui est généré, faire du désassemblage du code qui est généré, etc. Voilà. Donc là-dessus, je vous en dis pas plus. Donc, pour en revenir au code, oui, le code du mini-projet qui est attaché à cette conf, il est d'ores et déjà disponible. Les slides, je pense que je les rendrai disponibles, je ne sais pas encore. Alors là, la conf n'est pas filmée. J'ai postulé pour cette conf à d'autres confs, donc on verra. Peut-être qu'il y aura des confs filmées. Ça permettra aussi d'avoir le support oral de la conf en plus du code. Parce que en tant que tel, même si je mets les slides à disposition, en fait, vous n'aurez pas la bande son qui ira avec, parce que les slides sont entre guillemets, comme toute présentation que je fais, sont pas réellement autoporteurs. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça évite de charger les slides avec plein de texte et tout ça. Et donc, c'est toujours bien d'avoir la bande son en plus. Donc, peut-être que pour une prochaine conf, il y aura peut-être moyen d'avoir la conf filmée, donc qui sera disponible. Voilà. Donc, j'arrête pas de parler et puis finalement je vous présente rien. Donc, juste avant de démarrer mon live, j'étais en train de faire deux trois bricoles pour préparer tout ça et j'ai mis à jour, une fois n'est pas coutume, en plus en jouant avec Python ces derniers jours, j'ai mis à jour la version de Stream Deck UI, donc qui est écrite en Python avec pip. Donc j'ai upgradé les packages et je me retrouve avec une version de mon Stream Deck UI qui est buggée. Alors je viens d'aller, je vais vous partager ça sur le site du projet. Donc Stream Deck UI, c'est une implémentation en Python d'une interface graphique et d'un programme qui permet de piloter le Stream Deck, là, donc qui me permet de changer les scènes, de pouvoir lancer les pages web, tout ça, tout ça. Donc, comme moi, je tourne exclusivement sous des logiciels libres, donc je n'utilise pas Windows, je n'utilise pas Mac, donc, et comme Elgato ne fournit pas son logiciel sous Linux, etc., heureusement, il existe des projets de logiciels libres tels que Stream Deck UI qui permettent de piloter les Stream Deck. Donc là, mon Stream Deck XL, donc directement sous Linux, sous BSD, etc., etc. Bon, malheureusement, c'est un projet qui de temps en temps fait des releases qui sont un petit peu buggés. C'est un petit peu, je pense, le problème du Python, c'est que souvent les projets en Python sont un petit peu en quick and dirty, right once, read never. Et voilà, je me retrouve avec une problématique, c'est que je pilote bien mon Stream Deck. Par contre, l'interface graphique, je vais vous la montrer d'ailleurs. Hop, je vais la glisser de l'autre côté. Hop, j'ai perdu mon interface graphique, elle est là, voilà. Donc c'est une interface toute bête, hein. On a plusieurs pages à disposition ici. Par exemple pour la conf que je faisais avec Fabien Trégrand pour pouvoir lancer nos démos, tout ça, etc. Donc il y a plusieurs pages qui sont disponibles et puis il y a les boutons qui sont programmables. Et normalement, quand on clique sur un bouton, la partie droite Configure Button est éditable. Et là, en fait, sur cette version, il n'y a plus rien qui est éditable. Heureusement, ça génère un fichier de JSON à la racine du Home Directory et on peut directement éditer ce fichier de JSON. Donc j'ai pu mettre à jour mes raccourcis. Du coup, là, ça vous spoil un petit peu ce dont je vais vous parler là tout de suite. Mais bon, ouais, c'est comme ça. Ça arrive des outils qui sont cassés à la faveur des mises à jour.
C'est un peu le problème des trucs qui sont délivrés comme ça, avec, Pip, ou par exemple Node, si c'est des projets, qui viennent par NPM et cetera. C'est que des fois, bah, la stabilité, elle est pas top, top. Moi, je préférerais que ça vienne directement avec un point deb, qu'on installe et puis comme ça, on gère un peu plus facilement le versionning. Est-ce qu'on upgrade? Est-ce qu'on peut, downgrader et cetera? Mais bon, bref. Donc on va commencer, bah, tranquillement comme d'habitude. La petite news, habituelle par laquelle je commence tout le temps, donc c'est la release, donc la RC5, de Linux 6.4. Donc qui continue toujours son petit bonhomme de chemin. Je pense qu'il y en a encore pour au moins, 2 release candidates, 2 ou 3 release candidates avant la version finale. Donc je pense, encore, 2 semaines, plus ou moins, parce que de toute façon, il y a une, RC, toutes les semaines jusqu'à la version finale. Donc, sur, la version, 6.4 RC5, j'en ai déjà parlé, il y a 2 semaines. Bah, en fait, c'est vraiment une release assez, boring, comme on dit, hein. Il y a rien de très, très, très excitant, dans cette version de Linux. On peut noter quelques patchs qui améliorent, grandement la performance, au niveau, du réseau. Alors j'avais vu ça passer, là, je l'ai peut-être pas là dans la release. En tout cas, il y a quelques patchs sur la réactivité, donc la performance du réseau. Il y a aussi la réactivité globale du système sur un système qui est en forte charge. J'avais vu passer ça. Donc il y a quelques petits patchs qui sont intéressants. Évidemment, pas mal de choses au niveau, hardware, qui continuent, à avancer. Mais bon, ouais, c'est pas une version, qui va être incroyable. La 6.4, c'est vraiment plutôt une version intermédiaire, avec, pas grand chose de foufou. Salut Laurent! Donc, ouais, j'ai pas grand-chose à dire, sur cette version. Comme je le disais, elle arrivera, d'ici, 2 ou 3 semaines, s'il y a pas de truc incroyable, si Linus Torvald, ne reçoit pas des patchs de dernière minute, qui pètent tout, qu'il y a pas de bug, foufou, qui est découvert d'ici là. Donc, sur Linux, c'est tout ce que j'ai à dire cette semaine. Je ne vais pas m'étendre plus. Une chose par contre qui est intéressante, là je vais peut-être un peu plus en parler, c'est la Debian 12. La Debian 12 qui arrive. Pour rappel, elle est censée arriver la semaine prochaine, la Debian 12. Elle est censée arriver, le 10 juin. Donc le 10 juin, c'est quand? Bah, c'est même pas la semaine prochaine, c'est samedi. La Debian 12 est censée arriver, samedi. Donc, son nom de code, c'est Bookworm. Donc pour rappel, les noms de code des distributions Debian, se basent, sur des noms de personnages de Toy Story, et ça, depuis les toutes premières, Debian. Donc, Bookworm, c'est le petit ver là, qui vit dans la bibliothèque. Donc c'est une release par contre, importante, puisque là, on passe de la version 11 à la version 11, une, release majeure avec, des grosses mises à jour de paquets, un noyau Linux, 6.1 si, ma mémoire est bonne, beaucoup de paquets très, très importants du système, que ce soit en termes de desktop environnement, en termes de chaîne de compilation et cetera, qui font un bump assez important en termes de version majeure. Pour rappel, une version Debian sort quand elle est prête, mais elle sort quand elle est prête en moyenne tous les 2 ans, à peu près, au moment de l'été. C'est soit en début d'été, soit en fin d'été. Bon, ça varie en fonction, de la disponibilité de la communauté, Debian. Il ne faut pas oublier que Debian, c'est une communauté qui est totalement indépendante. Il n'y a pas d'entreprise derrière. Ce sont, que des bénévoles qui collaborent sur Debian. Bah, par contre, ils collaborent de façon, avec un travail qui est extrêmement bien organisé, mais un travail au long cours. Donc, c'est pas comme, Ubuntu ou d'autres distributions où tous les 6 mois, il y a une version qui sort. Une Debian, quand elle sort, elle est stable et elle est stable pendant 2 ans à peu près. Ça a l'avantage de ses inconvénients. L'avantage, c'est que, bah, vous êtes relativement tranquille sur les processus d'upgrade, parce que, des upgrades de version majeure, vous avez le temps de les planifier, vous avez le temps de les voir venir parce qu'ils ne viennent que tous les 2 ans. Et puis, bah, toutes les versions entre guillemets «intermédiaires», parce que quand on parle par exemple la Debian 11, la dernière je crois c'est la 11.7, si ma mémoire est bonne. En fait, quand ils parlent de Debian 11.7, c'est juste des mises à jour de paquets. Ils mettent éventuellement, ils corrigent quelques bugs. Il y a des patchs de sécurité qui sont délivrés très régulièrement. Il y a quelques versions, mineures, enfin voire micro, qui sont, réalisées, sur une version majeure, de la Debian. Donc c'est souvent des petits correctifs, des petites évolutions, des petites corrections de bugs qui évoluent. Donc on se retrouve avec une distribution qui est relativement stable pendant 2 ans. L'inconvénient de ça,
évidemment, bah, c'est qu'on n'a pas les dernières versions de paquets mises à jour. Une problématique qui est arrivée avec la précédente Debian, donc la Debian 11 qui est sortie il y a 2 ans donc, c'est qu'une fois qu'ils ont fait le hard freeze, de la Debian 11, on s'est retrouvé par exemple avec une version de PHP qui était PHP 7.3 alors que la 8 était déjà disponible, mais elle venait d'être mise à disposition. Elle n'était pas encore intégrée et pas encore suffisamment testée dans les dépôts Debian. Donc Debian a préféré sortir une Debian 11 avec une version de PHP 7.3 plutôt qu'une version de PHP 8. C'est dommage parce que les dates coïncidaient un peu trop justes et du coup ça fait... alors évidemment, on peut installer via des dépôts extérieurs un PHP 8 sur une Debian 11, mais bon, c'est un peu plus pénible, j'ai envie de dire. Donc là, on va par exemple arriver avec une Debian 12 et un PHP 8.2. Alors je parle de PHP parce que souvent quand on fait du serveur web, on a besoin d'installer PHP pour pas mal de projets. Et effectivement, bah, ça veut dire que là, on va rester bloqué en PHP 8.2 pendant les 2 prochaines années. Donc quelque part, il y a quelques paquets importants comme ça qui peuvent être parfois pour de la prod, qui peuvent être embêtants s'ils ne sont pas à la toute dernière version ou une version un peu récente, ou en tout cas une version majeure récente. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, aucune, oui, il reste toujours avec systemd, hein. Systemd, ça restera la base sous Debian. L'immense majorité des distributions sont passées sous systemd. Moi, je ne rentrerai pas trop dans le troll. Systemd, pas systemd. Bon, je suis pas méga fan de systemd, mais ça fait le taf. Voilà, ça fait le taf. Il y a eu tellement de systèmes de démarrage. Alors moi, j'ai bossé sur des Unix propriétaires aussi pendant plusieurs années, sur pas mal de Linux avec différents systèmes de démarrage. Systemd, c'était pas un troll. Non, non, je sais bien que c'est pas un troll, mais souvent c'est un sujet qui revient. Moi, j'ai envie de dire, systemd, je suis pas méga fan. Pour plein de raisons parce que je trouve que c'est un système qui est, à mon avis, qui fait beaucoup trop de choses, à mon sens. Mais bon, il fait le taf. Et puis, bah voilà, la plupart des distributions Linux sont basées sur systemd, donc il faut s'adapter, utiliser systemd, même si on n'est pas fan. Bon, ça demande à réapprendre un petit peu comment sont faits les systèmes de démarrage. Parfois, quand il y a quelque chose qui plante au démarrage, c'est chiant parce qu'il faut passer par les outils de systemd pour aller voir ce qui se passe. Par exemple, les journaux de log sont pas lisibles en plain text. Ça, c'est super chiant. On est obligé d'utiliser journalctl pour aller lire les logs. Ça, c'est super chiant parce que quand on se retrouve avec un système qui est complètement HS, qu'on le redémarre avec un live USB par exemple, et qu'on fait un chroot dedans et qu'on veut aller voir des choses, bah, en fait, on peut pas les lire directement, facilement. Les journaux de log, c'est toujours un peu la galère. Voilà. Puis bon, sur les parties de démarrage, bah, ouais, systemd fait des trucs un peu magiques et pas super, pas super intuitifs, y compris pour des gens qui ont l'habitude, enfin qui sont un peu techniques, je dirais, hein, je dirais comme moi, mais comme beaucoup d'entre vous. Donc ça fait des trucs un peu magiques. Il y a des choix d'architecture que j'aurais pas fait comme ça, mais bon, voilà, on fait avec. Donc Debian continue avec systemd et ça restera à la base du système. Alors moi, je suis énormément utilisateur de Debian, surtout sur les systèmes serveurs. Pourquoi? Bah, notamment pour la stabilité que j'ai évoquée tout à l'heure. Et aussi beaucoup par le fait que lorsque vous installez une Debian minimale, c'est-à-dire vous lancez la USB et vous installez une Debian minimale, elle est minimale. C'est pas comme une Ubuntu. Quand vous faites le choix d'installer une Ubuntu ou faites le choix d'installer une Debian, comparez les deux systèmes, vous allez voir la différence de poids, que ce soit en termes de volumétrie, c'est-à-dire le nombre de gigas ou de centaines de mégas qui sont installés, et en termes de lourdeur d'exécution. D'ailleurs, même une Ubuntu minimale serveur prend énormément de choses. Il y a beaucoup de process qui sont lancés, beaucoup de démons qui tournent en tâche de fond qui n'ont pas lieu d'être, à mon avis. Donc moi, je fais toujours le choix d'utiliser des Debian par la stabilité. Il y a peu de choses comment je dirais, inutiles qui sont installées. Donc on se trouve vraiment avec quelque chose de minimal, ce qui, pour moi, enfin, laisse à penser que ça permet aussi de réduire la surface d'attaque. Ça permet aussi de réduire le temps qu'on met à débugger un système quand il y a un truc qui se passe mal.
il y a un démon qui démarre pas, il y a un truc qui se passe mal, il y a un problème de conf, n'importe quoi, bah, force est de constater, bah, moins il y a de paquets, moins il y a de trucs, qui tournent en tâche de fond, qui tournent, des démons, des agents, des trucs comme ça, bah, plus c'est simple à débugger. Il y a pas de mystère, hein. Et je trouve que, par exemple, Ubuntu a fait un choix, plutôt, inverse, d'aller vers des trucs, un petit peu moins standards, parfois des trucs un peu à leur sauce. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont installées. Prenez par exemple, ne serait-ce que prenez des images Docker qui sont basées sur Ubuntu, prenez des images Docker basées sur Debian, bah, regardez la différence de poids et le nombre de soft installés, le nombre de paquets installés, bah, enfin, c'est QFD, hein, ça parle de lui-même. Donc oui, alors Silmaril, effectivement, Netplan. Alors Netplan, ça c'est le truc qui m'a gonflé une fois quand j'étais revenu sur une Ubuntu. Je dis mais où est mon /etc Network Interfaces, puisque rappelons que Ubuntu est basé sur Debian. Bah, il est pas là, en fait, ils utilisent Netplan. Et Netplan, c'est typiquement le genre de soft qui, pour moi, se révèle être une fausse bonne idée. Mais bon, je pense que tu vois, c'est issu de la mouvance système D et tout ça. Je trouve que c'est catastrophique ce genre de truc. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Et donc, pourquoi je parle aussi de Debian 12? C'est parce qu'il y a pas mal de softs qui sont, pas mal de distributions qui sont basées sur Debian 12, et notamment une que j'utilise beaucoup dans la virtualisation, c'est Proxmox, Proxmox VE, Proxmox Virtual Environment, donc qui va arriver peu ou prou, là, à mon avis, dans pas très longtemps, Proxmox 8. Pourquoi? Parce que les versions majeures de Proxmox sont mappées sur les versions majeures de Debian. Donc Proxmox 7 est arrivé au moment de Debian 11. Il est même arrivé un poil avant Debian 11, parce que Proxmox a son propre système d'installation. Donc ils ont pris le parti, notamment bah là, comme on voit là, les derniers release candidates de la Debian 12, les seules choses qui corrigent, c'est pour l'installeur. C'est-à-dire que l'immense majorité des paquets sont déjà stables. Il y a très peu d'évolution dans les paquets en eux-mêmes. C'est l'installeur qui a toujours des petites choses à corriger. Et Proxmox ayant son propre système d'installation, bah parfois ils le produisent, ils sortent une version majeure de Proxmox basée sur une version de Debian majeure qui n'est peut-être pas encore sortie, qui va sortir quelques jours après. D'ailleurs, je vais les regarder, ça se trouve, ils ont peut-être déjà produit Proxmox 8, mais je ne crois pas. En tout cas, la semaine dernière, il était toujours pas là. Non, ça n'a pas l'air. C'est toujours Proxmox 7.4. Donc moi j'utilise toujours Proxmox 7.4, et donc la version 8 de Proxmox va arriver dans la foulée. Donc là ça c'est pareil, l'avantage c'est que bah, on a un système de virtualisation qui reste relativement stable pendant 2 ans, bah, puis après il faut upgrader ses serveurs. Moi, je procède rarement à des upgrades, je réinstalle carrément les nœuds Proxmox dans les clusters. C'est-à-dire, je migre les machines virtuelles sur un autre nœud et je réinstalle le serveur de zéro, et hop, je repars. Comme ça, j'ai une installation fraîche à chaque fois et ça marche très bien. Et donc, Laurent, tu disais, il reste quand même environ 100 bugs dans la release candidate dans la version 12. Alors, oui, je voulais aborder ça avant de passer à un autre sujet. A priori, sur les centaines de bugs qui restent pour la release candidate, de ce qu'ils disent dans les mailing lists de Debian, il y a beaucoup de bugs qui vont rester. Parce que ce sont des micro-bugs, des bugs qui ne sont pas gênants en tant que tels. Là, ils se focalisent essentiellement sur les bugs de l'installeur Debian. Par contre, des petits bugs, il reste encore quelques bugs qui sont ouverts sur quelques softs qui ne sont pas liés à l'installeur en lui-même, mais ils vont être corrigés dans la foulée. Voilà. Tout bug majeur sont corrigés ou sont en passe d'être corrigés. Et après, ce qui va rester, donc dans les centaines de bugs, et ce qu'ils ont annoncé, c'est que la centaine de bugs qui restent, ils vont en corriger quelques-uns, mais ça va se faire après le delivery de la Debian 12. Voilà. Donc, c'est un processus relativement normal, hein. Lorsque la Debian 11 est sortie, il restait encore quelques bugs qui restaient, mais c'était rien de bloquant en tout cas. Voilà. C'est pas un bug, c'est une feature non documentée. On peut dire ça, Stéphane. Mais non, mais les bugs qui restent, c'est souvent des petits problèmes de librairie, une version micro d'un soft, d'un paquet où il y a un bug qui vient d'être corrigé. Voilà, c'est pas des choses folles, donc qui n'empêcheront pas de mettre à disposition la Debian 12. Ces bugs, de toute façon, sont référencés, ils sont dans le système de bug tracking de Debian. Et donc, la Debian 12 sortira avec quelques paquets, quelques bugs qui sont encore ouverts. Ouais, je vais dire, et c'est vrai pour toute distribution, hein, que ce soit
que ce soit Ubuntu, les distributions basées sur Red Hat, etc., etc. Il reste toujours des bugs ouverts. Du moment que ce pas des bugs bloquants qui empêchent l'installation et qui offrent une véritable faille de sécurité, c'est pas trop un problème. Voilà. Bah, on va passer à la suite, parce que là, l'heure tourne et moi j'avance pas finalement. Je voulais vous parler rapidement de la libSDL. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est la Simple Direct Media Layer. Donc c'est une bibliothèque qui a été créée fin des années 90 par Sam Latinga, qui permet justement de développer des jeux vidéo sous Linux et donc, enfin sous Linux et même d'autres systèmes de type Unix, donc que ce soit OpenBSD, FreeBSD, il y a des couches, il y a eu des couches pour Solaris, pour des Unix propriétaires, etc. Et donc, la libSDL permet d'avoir donc une sorte, c'est un framework, une sorte de glue par-dessus tout ce qui est une abstraction matérielle, qui permet donc de pouvoir ouvrir une fenêtre, lire ses contrôleurs, donc joystick, souris, etc., etc., faire du son, jouer de la musique, etc., etc. Donc, c'est une bibliothèque qui existe maintenant depuis plus de 25 ans. Je crois que la première version de la libSDL, ça doit être 97, 96 ou 97, je sais plus exactement. Et donc, la libSDL est en version 2 déjà depuis assez longtemps. Et il y a quelques temps, quelques mois, là, ils ont annoncé de travailler activement sur la version 3. Donc, qui dit version 3 dit breaking change au niveau de l'ABI. Donc, l'ABI, je le rappelle, c'est tout ce qui est l'interface entre les applications et la bibliothèque elle-même et éventuellement le système d'exploitation. Ça veut dire le prototype des fonctions avec leurs paramètres, l'ordre des... ça va même jusqu'à l'ordre des éléments dans les structures, comment sont organisées les différentes structures, classes, etc., etc. Donc évidemment, une application qui sera écrite pour la libSDL2 sera, en tout cas au début, incompatible avec la libSDL3. Ils font ce choix comme beaucoup de bibliothèques, c'est-à-dire que là, il y a tellement de feature requests qui ont été demandés ces dernières années et qui sont en attente d'une version majeure parce que en interne, ça va casser certaines choses, certains fonctionnements. Donc là, ils ont décidé de brancher et donc de partir sur la libSDL3. Il n'y a pas encore de date qui est annoncée pour la libSDL3. Ça viendra au moment opportun, je dirais. Mais ce qui ne veut pas dire que la libSDL2 ne sera plus du tout maintenue. Elle va continuer à être maintenue pendant un certain temps. Un certain temps, parce que déjà même la libSDL1, elle a été maintenue pendant plusieurs années. La libSDL2, pareil, elle aura des patchs correctifs. Par contre, elle n'évoluera plus en fonctionnalité, mais elle aura des patchs correctifs encore pendant plusieurs années. Et c'est la libSDL3 qui aura le développement le plus actif, parce que là, je vous le fais pas découvrir, hein, ces dernières années, on a eu beaucoup de choses qui ont basculé, notamment au niveau graphique, avec la puissance des GPU qui ont augmenté, etc., etc. Beaucoup de choses qui se jouent maintenant avec la mémoire de texture des cartes graphiques, voilà. Donc il y a des choses qui étaient liées à l'architecture interne de la libSDL qui ont besoin d'évoluer par rapport à ça. Même par rapport à la façon d'utiliser le multicœur sur les CPU, etc. Donc il y a pas mal de changements architecturels, donc pour avoir une bibliothèque qui soit un peu plus moderne et donc passer à quelque chose d'un peu plus récent et plus nouveau. Donc, ils ont à peu près, comme ils disaient là, dans leur message, une dizaine d'années de wishlist hein, dans la bibliothèque, hein, en disant, par exemple, premier truc, c'est le HDPI, par exemple. Bah ouais, il y a 10 ans, les écrans HDPI étaient peu répandus. Maintenant, ils le sont beaucoup plus. Je pense notamment au matériel Apple, mais pas que, hein, même au niveau PC, laptop, etc. De plus en plus, les laptops disposent de GPU qui fonctionnent très bien. Voilà, donc on peut utiliser la mémoire de texture pour faire pas mal de choses, même pour faire des jeux en 2D. Voilà, la partie gestion des I/O asynchrones aussi, ça c'était quelque chose qui était fortement demandé depuis un petit moment dans cette bibliothèque. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui vont changer sur la libSDL. Donc, je trouvais que c'était intéressant de vous le partager, et notamment si vous faites des expérimentations avec cette bibliothèque. Moi, je l'ai utilisé pas mal pour faire des expérimentations graphiques, pour jouer par exemple avec les shaders, ce genre de choses, etc. Ça permet de prototyper très rapidement une application ou un mini-jeu assez rapidement, hein, parce que instancier une fenêtre, initialiser le son, lire les contrôleurs, etc., c'est 50 lignes de code écrit gros et aéré
accéléré. Et là, vous avez déjà tout un framework disponible pour pouvoir juste vous concentrer sur l'écriture de votre programme, de votre logiciel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je voulais terminer avant d'aller basculer chez l'ami Titi Moby. D'ailleurs, Thierry, est-ce que tu streams aujourd'hui? Mets-moi dans les commentaires si tu streams, parce que je ne suis pas allé voir. Je t'ai pas demandé tout à l'heure si tu streamais, pour savoir si on fait un petit raid chez toi tout à l'heure. Et donc, je voulais vous parler du projet. J'en ai parlé ce week-end, puisque vous avez vu que je me suis amusé à faire du deepfake avec ma trombine. Et donc, il y a le projet Roop qui est en trending topics d'ailleurs en ce moment sur GitHub, qui permet de faire du deepfake. Donc, prendre votre trombine ou la trombine n'importe qui et éditer une vidéo et remplacer le trombine de la vidéo par la tronche de à peu près qui vous voulez. C'est plutôt pas mal, ça marche vachement bien, c'est assez bluffant. Alors, c'est pas le logiciel en lui-même, c'est, je dirais, donc il s'appelle Roop, R-O-O-P. Là, je vous l'affiche ici à l'écran. Donc, c'est un projet d'un mec qui s'est dit tiens, j'ai envie de me lancer un petit peu dans le machine learning, expérimenter, faire de la détection de visage, tout ça, etc. Et donc, il a commencé à rentrer un petit peu dans le sujet. Et Roop est basé, hop, je suis pas sur le bon écran. Roop est basé sur les projets de Deep Insight, donc Insight Face, donc qui est, on va dire, un projet qui permet de faire de l'analyse de visage en 2D et en 3D avec un ou même plusieurs modèles de réseaux neuronaux qui sont utilisables avec ONNX. Et donc, il a basé son petit projet, donc Roop. Je vais revenir en arrière. Hop, et sur ce truc-là, et donc sur le modèle qui a été produit par Insight Face. Et voilà, ça marche plutôt pas mal. Donc c'est un petit projet en Python qui est, on va pas se mentir, qui est pas super méga bien écrit, on va dire, qui a plein de bugs. Moi j'ai commencé, mais ça permet d'expérimenter pas mal de choses. Alors vous pouvez le lancer avec une petite interface graphique, mais qui marche pas super bien parce que c'est utilise TK, je sais pas quoi. Et sur ma machine, ça marche pas très bien. Mais bon, comme j'utilise plutôt la ligne de commande, vous pouvez passer tous les flags en ligne de commande. Donc vous filez une image source, donc l'image de la personne que vous voulez utiliser, une image ou une vidéo de destination, et vous pouvez dire remplace-moi un visage ou tous les visages de la vidéo avec ce visage. Et donc vous avez vu, on va aller sur mon Twitter, toc, vous avez vu que j'ai fait quelques petites expérimentations avec ma tronche. J'ai sélectionné quelques vidéos typiques, hein, donc la première que j'ai faite, hop, elle doit se retrouver là. Donc j'avais fait quelques expérimentations. La première que j'avais faite, donc c'était avec Matrix, et franchement ça donne de très très bons résultats. C'est vraiment relativement bluffant. Voilà. 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 Donc vous voyez, le résultat est quand même plutôt assez bluffant. Et j'ai fait le test aussi sur une autre vidéo, donc qui était une vidéo, donc un extrait de Fight Club. Donc quand le protagoniste, qu'on va nommer Jack, mais qui est dans le livre, il faut savoir que le protagoniste n'a pas de nom, discute avec son boss parce que son boss a trouvé les règles du Fight Club dans la photocopieuse. Et là, c'est pareil, ça remplace les deux visages avec ma tronche. Et malgré de temps en temps quelques petits artefacts, ça marche bien. Franchement, voilà. Donc je me parle à moi-même, c'est quand même assez rigolo. Donc ça ouvre des perspectives qui sont aussi intéressantes qu'effrayantes, je trouve. Parce que effectivement, ça permet aussi de pouvoir produire du deepfake avec des visages de personnes connues qu'on peut mapper sur des acteurs et faire dire à quelqu'un de connu quelque chose qu'il n'a pas dit. Donc là, on rentre réellement dans des usages qui sont relativement infinis, qui peuvent être aussi fun que inquiétants. Et là, on le voit, hein, c'est un script en Python. Je l'ai fait aussi tout à l'heure avec Via, Planète Marseille, je danse le Mia. Voilà, donc là, j'ai pu me mapper sur les visages de IAM.
Donc ça permet de faire des choses qui peuvent être donc aussi intéressantes qu'effrayantes. Et évidemment, on voit qu'avec un petit script en Python qui fait juste ce qu'il faut, on arrive et donc un modèle de deep learning qui a été pris sur un gros projet dont c'est la spécialité, on arrive à faire des choses qui sont assez incroyables. Et moi, j'ai commencé à hacker un petit peu le programme. Je suis en train de voir si je peux pas améliorer le truc parce il y avait des bugs de fuite mémoire là, qui ont été corrigés d'ailleurs hier. Il y avait des problématiques, c'est-à-dire quand on est en mode CPU, pas GPU, parce que moi, sur ma machine, là, j'ai un GPU Intel et j'arrivais pas à installer rapidement ONNX Intel Engine pour pouvoir utiliser mon GPU. Mais donc, du coup, on peut faire le calcul sur CPU. Mais quand on fait le calcul sur CPU, par défaut, il va lancer autant de threads qu'il y a de cœurs sur votre machine. Et au bout d'un moment, donc, il va calculer. Et à la fin, je crois que dans la gestion de son pool de threads, il ne doit pas détecter que les threads ont fini ou pas fini, ou ils ont planté, ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, à un moment donné, il arrête de calculer et il ne se passe plus rien. Donc, par exemple, sur le GPU, moi, je vous conseille, si vous l'utilisez, de passer en ligne de commande juste en lui disant utilise un seul thread ou au maximum deux threads, même si vous avez 8 threads sur votre machine. Sinon, les temps de calcul sont relativement raisonnables, même sur du CPU. Euh, Ça va, il faut un petit peu de temps de calcul, hein, mais honnêtement, ça marche bien. Par contre, vous faites un face swap sur un visage qui est proche, donc en haute résolution, plus vous allez voir des artefacts, etc. Donc ça marche très très bien quand les visages sont à peu près, comme vous voyez, à peu près cette distance-là, quand le visage représente au plus un tiers, je dirais, de l'écran. Et là, pour le coup, c'est pas pixelisé, et ça a vraiment un très bon rendu. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir que même si le protagoniste avec lequel vous faites du face swap porte des lunettes, bah, ça va vous mettre aussi les lunettes, etc. Je l'ai aussi fait sur une vidéo avec le Joker. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Toc, ici, je vais trouver ça ici. Out. C'est groupe. Voilà. Alors, These cops and lawyers wouldn't alors attendez. dare cross any of you. Voilà, je remets ça là. Hop. These cops and lawyers wouldn't dare Ah mince. cross any of you. Voilà, ça va mieux marcher là. Voilà. These cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. Donc là, là, on voit qu'il y a plus d'artefacts parce qu'il y a du maquillage, etc. Mais il arrive globalement à mapper une partie du maquillage du Joker sur ma face. Et ça ouvre des perspectives intéressantes parce que là, pour un projet qui finalement utilise ce modèle neuronal pour pouvoir faire du face swap sans trop d'optimisation, on voit déjà qu'on arrive à des trucs qui sont quand même relativement impressionnants. Et voilà. Et effectivement, comme tu le dis, il y a beaucoup des pistes d'exploitation dans le cinéma, puisque dans le cinéma, il y a déjà eu ces problématiques, par exemple, d'acteurs qui sont décédés avant la fin du film. Je pense notamment au film The Crow avec Brandon Lee à l'époque, qui est mort avant la fin du tournage. Et à l'époque, ils ont fait du mapping, ils ont pris un acteur, ils ont mappé le visage de Brandon Lee sur celui de l'acteur, mais à l'époque, ils ont fait ça image par image avec un modèle 3D, machin, etc., etc. Là, aujourd'hui, vous avez un acteur qui décède, vous pouvez terminer votre film directement en faisant du face swap sur un autre acteur. Voilà. Il y a Fast and Furious, effectivement, dans la même veine, il y a quelques années, avec la mort de, je ne sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais il est mort assez jeune, hein, je crois. Voilà, donc ça ouvre des perspectives qui sont assez incroyables. Et là, ce petit programme Python, là, je me suis vachement amusé avec. Et voilà, donc je suis en train de rentrer dedans, de faire un petit peu de hacking, de voir si on peut modifier un peu le modèle d'IA, si on peut aller plus loin, voir un petit peu plus industrialisé, parce que là, le code, oui, le code, il est largement perfectible, mais il fonctionne, hein. Il fonctionne, il suffit d'être un petit peu geek, on rentre dans le code, on fait quelques modifs, quelques trucs. Voilà, peut-être que je ferai un fork et que je proposerai mes évolutions et que je mettrai ça sur GitHub. Voilà, il faut juste que je trouve le temps de faire tout ça en plus de toutes les autres choses que je fais. Voilà. Donc, oui, il y a eu Gladiator. Enfin, il y a eu plein de films où à l'époque, la technologie n'existait pas. Et ils faisaient ça vraiment image par image, hein. Même des films où, par exemple, l'acteur vit encore. Par exemple, si on prend le film avec Jim Carrey, The Mask,
à l'époque, quand il est transformé en The Mask, bah, c'est un modèle 3D qui est mappé directement sur sa face, donc avec des animateurs 3D qui ont travaillé pendant des mois et des mois pour pouvoir faire ça. Alors qu'aujourd'hui, là, moi, c'était juste lancer le script avec image d'entrée, image de destination, boum, et ça génère la vidéo. Après, il faut bien choisir ses scènes, bien choisir aussi son image. Voilà, il faut faire quelques tests pour avoir le meilleur rendu possible. Mais à volte-face, ouais, volte-face. Travolta qui se retire sa face. Ouais. Mais donc, voilà. Donc, je voulais vous parler de ce petit projet. Allez voir, c'est vraiment fun. En tout cas, il fait partie, donc, comme je le disais, des trending topics sur GitHub. Il y a pas mal de gens qui s'y intéressent. Après, comme je vous disais, c'est du Python. Il suffit d'installer les requirements Python. Donc, vous faites pip3 install-r requirements.txt ou pip3 -r non, enfin, install-user si vous voulez installer seulement dans votre répertoire utilisateur -r requirements.txt. Donc, ça va télécharger les bibliothèques qui sont nécessaires pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Et sinon, le code, il tient en quelques centaines de lignes de code. Hein. Et honnêtement, il ne me serait même pas venu à l'idée qu'on pouvait faire ça de façon presque aussi triviale. C'est assez fou. Mais ce qui fait peur, c'est tous les usages délictueux qui peuvent en être faits, et je pense qu'ils sont probablement déjà en train d'être faits avec ce type de logiciel. Parce que j'en parlais sur Twitter, notamment, il y a, prenons par exemple TF1, tous les soirs, là, dans leur émission avec, je ne sais plus comment il s'appelle, la l'imitateur, là, qui font du deepfake depuis des mois et des mois, voire des années, là. Et ça pose des problèmes, notamment en politique, parce qu'il y a des gens qui sont suffisamment naïfs pour croire que ce qu'ils voient à la télé, c'est vraiment la personne qui l'a dit. Donc, c'est problématique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, Titi, toi, tu m'as dit, j'en reparlerai vite fait et renverrai à ton live. Ok, ça t'a taquiné tout le week-end à ce sujet. Ouais, ouais, bah, honnêtement, ouais, 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 c'est intéressant. Du coup, Thierry, je sais plus, j'ai même pas regardé. Tu streams là? Est-ce que tu streams? Dis-moi si on fait le petit raid. Ah, ok, donc tu stream. Donc on va raider chez toi. Parce que moi, de toute façon, faut pas que je tarde. J'ai un petit rendez-vous chez le Toubib tout à l'heure parce que j'ai un petit problème à l'épaule là depuis un petit moment. Mais bon, rien de grave. Hein. Au pire, on ampute. Je programmerai que de la main droite. Donc on va aller faire le petit raid chez Titi. Ça m'a fait plaisir de vous revoir sur ce live. Donc normalement, prochain live lundi prochain. Si tout va bien, s'il n'y a pas de déjà il n'y a pas de jour férié, donc il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Et donc si j'ai pas d'imprévu, donc ce sera lundi prochain. On essaiera. Ouais, j'ai peut-être une ou deux idées en tête là, peut-être pour faire un peu de live code, un truc un petit peu bas niveau, tout ça, etc. Bon, je vous en dis pas plus. Je verrai si j'ai le temps de préparer tout ça. Et puis, bah, pour les autres, il y a celles et ceux que je verrai la semaine prochaine en live, donc au camping des speakers. Ça va être super, super, super top. Vraiment, pour celles et ceux qui auront la possibilité de venir, venez. Et vraiment, on va passer un excellent moment. En tout cas, moi, j'ai hâte. Donc, on va aller basculer chez Thierry. Alors, Red Titi Mobi. C'est mieux si je mets Titi Mobi. Voilà. Alors, on va partir sur le raid. Donc, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Profitez bien, profitez de ne pas travailler trop tard, profitez des beaux jours, tout ça, tout ça. Je vous dis bonne journée, on bascule chez l'ami Thierry et je vous fais des bisous. Allez, ciao, ciao!